Bonjour Héloïse, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast aujourd'hui. Salut, merci à toi de m'inviter aujourd'hui. C'est un honneur d'être là. Et tout d'abord, pour commencer, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée avec plein de personnes au cabinet super adorables, donc c'était que du bonheur. Et est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Héloïse Porta, je suis naturopathe à Vevey. J'ai une spécialité dans tout ce qui est santé féminine. Bien que je souhaite quand même rester cette généraliste et accueillir tout le monde à mon cabinet, donc j'ai tout aussi bien des hommes qui viennent, mais je consacre toutes mes études et mes recherches en général sur tout ce qui est en lien avec les hormones, la femme, la symptothermie et tout ce qui peut toucher à la santé féminine finalement, de la puberté à la ménopause. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la symptothermie? La symptothermie, c'est une méthode en fait qu'on vient vraiment enseigner à la femme pour apprendre à reconnaître ses cycles, à reconnaître ses signes fertiles ou infertiles, pour pouvoir aussi accompagner tous les cycles qui sont réguliers ou irréguliers, comprendre un petit peu mieux où on en est, etc. Et du coup, c'est vraiment des outils à mettre dans sa vie quotidienne. On entend beaucoup parler de la prise de la température, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut venir observer. C'est pas aussi contraignant que ce qu'on peut parfois penser. Mais voilà, ça, je vais commencer la formation officielle le mois prochain à Paris. Ça va être un super challenge. Waouh, génial. Et ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme moyen de contraception? Ça fonctionne? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, la symptothermie, moi, je vais me former à la méthode Sensiplan, qui est effectivement une méthode qui est reconnue et qui peut être utilisée comme méthode contraceptive. Évidemment qu'on n'est pas sur un terrain hormonal, il n'y a aucune prise hormonale, donc il y a toujours ce devoir de bien l'appliquer. Et effectivement, il existe des échelles, en fait, qui classifient les méthodes de contraception à leur fiabilité. Et puis, la méthode Sensiplan a quand même un score assez intéressant justement quand elle est bien appliquée et quand on a bien appris à l'utiliser. Ah waouh, c'est génial, comme alternative à des personnes qui veulent plus prendre d'hormones, c'est vraiment Mhm. Alors complètement. après, c'est sûr que ça demande d'être aussi fait et d'avoir cette discussion dans le couple, parce qu'aujourd'hui, on a du chemin aussi à faire je pense, dans ce genre de réflexion. Mais effectivement, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir la proposer comme alternative, autant finalement en contraception qu'en fertilité pour les désirs de grossesse, parce que vu que le but est de reconnaître ces périodes fertiles, ça a tout autant d'importance quand on cherche à avoir un enfant. Ah waouh, génial, merci. Et comment est-ce que tu as découvert la naturopathie? Alors, ça date un peu. Donc, la naturopathie, ça fait déjà. J'avais fait mon premier salon des thérapies naturelles avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Je devais même pas avoir 10 ans, je crois. Et j'avais été passionnée. C'était une journée à Mednat, à Lausanne. À l'époque, c'était un salon qui était assez grand dans mes souvenirs. En tout cas, je sais pas s'ils sont biaisés ou pas. Aujourd'hui, c'est un salon qui est un peu plus petit qu'à l'époque. Et puis on était retourné le jour d'après tellement j'avais aimé ça et que j'avais pas tout vu, j'avais pas posé toutes les questions que je voulais. Donc à partir de ce moment-là, je dirais que j'ai quand même eu cet attrait pour tout ce qui était thérapeutique. Après, ben, la vie a fait que j'ai commencé par toute autre chose et puis finalement, j'avais envie de rentrer dans ce monde thérapeutique, mais qui me faisait tout de même un peu peur parce que c'est un chemin qui est pas toujours évident à prendre. Et puis, du coup, c'est en tombant sur le site de l'école où j'ai fait ma formation où vraiment la philosophie m'a parlé, où il y avait autant cet aspect des plantes. Il y avait aussi ce côté micronutritionnel,
cette stratégie thérapeutique. Il y avait une formation qui était très cartésienne, avec vraiment une formation plutôt euh, d'un point de vue médical. Et puis il y avait vraiment ce côté naturopathique qui était beaucoup plus aussi dans mes valeurs. Et enfin, pas que l'autre ne soit pas dans mes valeurs, mais je trouvais que ça se complémentait bien. Et puis je crois que tout ça, ça m'a rassurée. Et finalement, ça a été, je crois, plutôt une évidence. Waouh! Et une question, peut-être tu sortiras ton joker, tu as tout à fait le droit si jamais, mais est-ce que tu as des patients qui vont plus voir le médecin ou vraiment très exceptionnellement et qui à la place ils préfèrent te venir te voir toi d'abord? Oui, alors c'est vrai que ça, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en me disant, ah ben voilà, moi je suis un peu contre la médecine, etc. Et c'est là justement où c'est là où je trouve intéressant et où mon rôle et mon approche dans ma pratique me semble crucial dans le sens où, oui, en naturopathie, il y a plein de choses qu'on peut faire, notamment dans tout ce qui est chronique, dans, dans dans tout ce qui a aussi peu de réponses au niveau médicalisé, mais en même temps, on peut pas mettre de côté totalement cette médecine conventionnelle. Et du coup, mon rôle là-dedans, c'est parfois remettre de la nuance quand j'ai des personnes qui viennent et qui veulent plus du tout aller chez le médecin alors qu'ils en auraient besoin. Justement, j'ai l'impression que ils ont cette confiance de mon approche et puis du coup, on discute beaucoup et parfois je les encourage même à aller voir leur médecin ou je leur encourage à faire des examens proposés qu'ils refusaient à l'époque. Donc, je prône justement cette collaboration. Je vais pas du tout aller contre la médecine conventionnelle et même au contraire, j'aime vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Mhm. Waouh! Je travaille aussi comme ostéopathe et c'est vrai que j'ai tout à fait ce même point de vue, ça doit être complémentaire. Mhm. Ouais, je sais Mais, pas si... Ah, pardon, vas-y. mais à ton avis, comment ça se fait qu'il y a des gens qui hésitent ou qui ont plus trop envie d'aller chez leur médecin? Comment tu vois ça? Hmm. C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a parfois des croyances. J'ai aussi eu des personnes qui ont essayé d'aller chez leur médecin, qui soit me disent qu'ils ont eu du mal à se faire entendre, ou alors qu'ils ont des solutions qui les aident, mais du moment où ils arrêtent le traitement, la problématique revient. Donc c'est souvent ce genre de choses-là qui reviennent. Et puis finalement, quand c'est une problématique justement qui est récidivante, là on a, en tout cas en tant que naturopathe, j'ai un grand rôle à jouer. Donc c'est vrai qu'on travaille volontiers. Et puis après, si c'est vraiment des croyances et puis que la personne pourrait se mettre en danger, ben là mon rôle en tant que naturopathe, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on nous forme aussi, il est justement de rediriger ces personnes-là vers le médecin, peut-être donner des contacts, peut-être expliquer. Parfois, les personnes ont aussi peur de prendre une médication. En fait, ont peur de la médication, enfin, de l'approche médicale. Et du coup, parfois, ça me permet aussi de pouvoir l'expliquer avec mes connaissances et puis montrer aussi comment on peut l'accompagner en naturopathie, comment est-ce qu'on peut accompagner un organisme qui a une médication plus ou moins lourde, comment accompagner les effets secondaires sans venir interagir avec cette médication-là. Et en général, ça rassure aussi beaucoup les personnes. Quand ils ont une médication qu'ils refusent de prendre, de les rassurer en disant, mais en fait, on peut venir vous accompagner, ben, tout de suite, j'aime bien toujours utiliser cette balance pour ou contre, quels sont les bénéfices, quels sont les risques, et ben voilà, s'il y a des risques, et ben comment est-ce qu'on peut les accompagner? Et puis c'est là où on trouve justement cette complémentarité, à mon sens. Mhm. Je sais pas si Merci. ça répond à la question. Oui, tout à fait, merci. Et qu'est-ce qui caractérise la naturopathie et quels sont ses avantages? Hmm. La naturopathie, je pense qu'il y a autant d'approches que de naturopathes, donc c'est toujours une question qui est hyper difficile à répondre. Je dirais remède de santé naturelle.
ça c'est sûr, parce que bien sûr c'est hyper large, donc on parle de technique, on parle parfois de nutrition thérapeutique qui est bien différente de la diététique, je tiens à le préciser. On peut parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas, dans mes consultations, j'ai pas tout le temps des remèdes qui sont conseillés. Ou des compléments alimentaires qui sont conseillés, mais la majeure partie du temps, je me base quand même sur une stratégie thérapeutique où effectivement il y a un accompagnement par ce biais-là pour pouvoir simplement aussi aller plus vite dans la prise en charge. Mhm. Et quels sont ses avantages? De la naturopathie, c'est vraiment l'accompagnement. Quand je parle de stratégie thérapeutique, le but, c'est vraiment d'aller travailler sur la cause d'une problématique. Donc, en fait, on n'est pas sur un anti-problème, mais on va plutôt venir essayer de comprendre l'organisme, de travailler sur cette cause. On appelle ça le causalisme. Et ensuite, les substances qu'on va apporter en plus, c'est des substances qui viennent rééduquer l'organisme pour que l'organisme puisse apprendre à retravailler différemment ou de la bonne façon finalement. On vient redonner un chemin. Par exemple, si je prends l'exemple de la santé féminine avec laquelle je travaille beaucoup, il n'y a pas des plantes qui détiennent de la progestérone ou des oestrogènes qui sont des hormones qui ont beaucoup d'importance dans le cycle féminin, mais par contre, c'est des plantes œstrogènes-like qui viennent donner l'information au corps de produire par lui-même certaines hormones, on vient favoriser. Et du coup, le corps, il fait son action par lui-même. C'est pas une substance qui apporte l'hormone déjà toute faite. Et donc, l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a terminé la cure, le corps devrait pouvoir refonctionner normalement. Alors évidemment, hein, il faut mettre plein de nuances par rapport à chaque personne. Tout le monde est différent. Chaque problématique est différente aussi. Mais dans l'idée, c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Mhm. Ah waouh, c'est génial, ça rend le corps, c'est comme de lui réapprendre d'être autonome, si je comprends bien. Mhm. On parle aussi, c'est un terme qui peut paraître un peu farfelu, mais on parle aussi d'auto-guérison, justement. Aider le corps à s'auto-guérir en lui donnant les bonnes informations. Mhm. Waouh. Et tu as d'ailleurs écrit un livre l'année passée, hein, Prendre soin de soi au fil des saisons. Tu veux Mhm. bien nous en dire plus? Alors, ce livre ou ce guide, j'ai jamais trop su comment l'appeler. Euh, il, Ouais, j'aime bien le terme guide aussi parce que en fait, il prend chaque mois et il retrace les saisons et le challenge qu'on a en naturopathie par rapport à la saison. Du coup, je le propose, ça peut être parfois des techniques, parfois justement des cures, mais en lien avec les saisons. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'individualisé par rapport à une problématique, mais vraiment comment accompagner son organisme par rapport à ces changements de température, de météo, d'énergie aussi qu'il y a dans l'atmosphère, etc. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer une introspection aussi à toute une phase de prise de notes. Donc, c'est un espèce de guide et on va peut-être pas faire les cures de chaque mois, mais peut-être qu'il y a une année, on va vouloir faire 2, 3 mois dans le livre. Peut-être que l'année d'après, on va prendre d'autres mois qui nous interpellent plus. Ça peut être en fonction des sensibilités de chacun, chacune. Les saisons qu'on tolère bien, on va peut-être moins faire. Les saisons qu'on tolère moins bien, on va peut-être plus s'attarder aux conseils qui sont dans ce guide. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va pouvoir être ressorti au fil des ans. Waouh, et là, on arrive en automne. Est-ce que tu peux nous donner une recommandation ou quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde L'automne, en naturopathie, comme le printemps, c'est des saisons qui sont super intéressantes, où on peut travailler en général un peu plus punchy, parce que l'été et l'hiver, c'est deux saisons qui sont quand même très challengeantes, autant avec le chaud que le froid. Donc en général, on travaille quand même différemment, hein. Donc je dirais que si vous avez envie de faire des cures automnales, des choses comme ça qui sont très très en vogue durant ces mois-ci, c'est tout à fait OK. Et puis autrement, là où je travaille beaucoup en automne, c'est tout ce qui est préparation à l'hiver finalement. Donc on parle de l'immunité, on parle aussi de cette tendance
au système nerveux ou au moral qui est parfois plus fragile en automne et en hiver. Donc on peut parler par exemple de vitamine D. Il y a certaines plantes aussi qui viennent soutenir le système nerveux. Donc ça, on travaille, je travaille en tout cas personnellement beaucoup là-dessus en termes de prévention. Ouais, c'est génial. Donc, pour les personnes pour qui l'hiver, c'est toujours un peu un challenge, il y a des pistes et des clés en naturopathie alors. Mm. Exact. Si tu en veux une ou deux, des choses, donc je me répète un peu, mais qui sont pas personnalisées, mais qui sont vraiment liées avec la saison. Il peut y avoir la vitamine D, justement, qui peut être prise vraiment durant toute la saison automne-hiver, même jusqu'au début du printemps sans problème. J'aime bien aussi les oligo-éléments. Il y a la solution précieuse qui existe, qui sont pleins de minéraux et d'oligo-éléments et qui viennent renforcer au niveau de l'immunité. Ça, c'est pas mal. Après, au niveau du moral, ça dépendra toujours un petit peu de tout en chacun, qu'est-ce qu'il a besoin. Mais si c'est vraiment un système nerveux qui est un peu stressé, etc., la passiflore, même en tisane, sans forcément partir sur des teintures mères ou des choses plus concentrées, mais c'est une plante qui aide bien à se relaxer. Ouais, génial, merci. Et aussi, cette année, tu as lancé Menaterra. Tu veux Mhm. bien nous en dire plus? C'est juste magnifique. Je mettrai dans les notes du podcast le lien pour... en fait, c'est ton site internet, hein. Je mettrai les liens pour que les auditeurs puissent le trouver. Mais tu veux bien nous en dire un peu plus, Menaterra? Qu'est-ce que c'est? C'est adorable, merci. Menatera, en fait, ça fait depuis le début que j'avais envie de trouver un nom à mon activité. Bon, c'est pas évident au début, je trouve, le temps de trouver son identité, etc. Et puis finalement, j'ai fait un travail depuis le début de l'année. Et le but de Menatera, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus global. Il y a Menatera justement naturopathie, mais finalement, l'objectif, c'est plutôt une philosophie ou quelque chose que j'aimerais bien avoir de plus large, qui puisse aussi être plus global dans le champ des possibles, qui puisse laisser aussi plus de liberté. C'est-à-dire que Menatera, c'est pas forcément directement en lien avec la naturopathie. Et du coup, mon objectif là-dedans, dans les futurs projets, serait peut-être de pouvoir aborder certains sujets de façon plus large, sans- dans le sens où la naturopathie, c'est quelque chose qui me représente, hein, je veux dire, c'est mon titre, etc. Mais parfois, je me perds aussi là-dedans parce que justement, il y a tellement d'approches différentes que finalement, je trouve que c'est des fois difficile de vraiment savoir qu'est-ce que c'est la naturopathie. Et Menatera, finalement, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose, une philosophie, une approche qui est vraiment propre à ma façon de pratiquer et puis qui va peut-être grandir, peut-être pas, je sais pas, mais quand je dis grandir, ça veut peut-être s'élargir dans ce que je peux proposer. Donc, Mhm. advienne que pourra, on verra bien ce qui s'ensuit. Mais oui, Menatera, du coup, c'est vraiment ce côté médecine naturelle, mais au sens large. Et tu parlais de ta façon de pratiquer à toi. Quels sont tes coups de cœur? Quels sont tes axes de prise en charge, de manière de voir les choses? Alors, j'aime beaucoup dire que j'aime la naturopathie moderne ou contemporaine, donc j'aime bien ouais, apporter autant des analyses, ça peut être même parfois des analyses biologiques, donc des analyses de sang, d'urine quand il y en a besoin, de, de pouvoir apporter vraiment ce côté modernisé de la naturopathie. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Menatera, c'était aussi l'objectif de remettre un peu plus de fluidité là-dedans, dans le sens où au début de mon approche, j'étais tellement en disant, mais mon approche, c'est une naturopathie moderne, où je me base tout sur des faits scientifiques, avec des analyses, etc. Et puis, c'est pas du tout que je change, hein. C'est que je travaille toujours la même chose, mais simplement que ça, c'est comment je travaille au cabinet, mais à côté, il y a toute la naturopathie qui est plus subtile, qui est plus intuitive, on va dire. Et puis, j'avais envie de pouvoir quand même garder ça sans mettre de grande séparation. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de fluidité, à mon sens. Mhm. Ce que je Ah. propose en consultation et ce que je propose plutôt ben, peut-être sur les réseaux ou peut-être sur mon site ou peut-être en podcast.
Et je tiens à préciser, sur les réseaux, tu as une belle présence et tu offres vraiment des choses très intéressantes. Tu veux bien aussi nous dire un petit peu comment tu utilises les réseaux puisque tu amènes à ta communauté? Mhm. Alors, ça me gêne toujours un petit peu de parler de ça parce que au début, c'était hyper difficile pour moi et en fait, j'ai une tendance quand même à beaucoup réfléchir à comment les gens ils vont interpréter, etc. Et finalement, c'est pour cette raison qu'au début, c'était très difficile. Et maintenant, je crois que je me pose plus trop de questions et du coup, je crois que parfois, j'oublie qu'il y a des gens qui voient en fait les stories que je mets ou les partages que je fais, donc ça me gêne toujours un peu. Mais je sais pas si j'ai une réelle stratégie, en fait, dans ce que je publie ou c'est vrai que j'essaye d'avoir parfois des posts légers, parfois des posts où c'est plutôt des réflexions que je me fais sur moi-même, parfois des posts en lien avec une thématique que j'ai un peu plus étudiée ces derniers temps. Donc je crois que j'y vais un peu au feeling. Et pareil que cet esprit où au début, j'avais vraiment sur les réseaux sociaux cette envie de rester ultra pro et de surtout rien dire de ma vie privée, de mes réflexions, de comment je me sens, etc. Et puis maintenant, de nouveau avec Manatera, c'est le but aussi de mettre un peu plus de fluidité, de parler aussi un peu plus de l'humain en général, et puis d'avoir un peu cette vulnérabilité et cette authenticité. Et du coup, je crois que maintenant, j'essaye de communiquer un peu plus aussi de façon authentique. Là-dessus. Donc finalement, ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'objectif, c'est d'avoir peut-être des informations, peut-être aussi expliquer ce que c'est la naturopathie. Pour moi, les réseaux, au final, c'est aussi une façon de pouvoir montrer ce que c'est la naturopathie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stéréotypes sur ça. Donc ça me permet de montrer mon approche et comment moi j'aime la pratiquer. Et puis du coup, peut-être un petit peu de vulnérabilité quand même. Wow, merci. Et quel a été un de tes plus grands défis? Est-ce que tu veux bien nous partager comment tu l'as surmonté et puis ce qu'il t'a appris? Dans la vie en général ou... Ouais. Ça peut être dans la vie privée, professionnelle, comme tu le sens. Mais quelque chose qui a été un challenge pour toi, qui t'a permis de te dépasser. On va faire un mix des deux entre privé et pro. Ça a été la décision de faire mon école de naturopathie, je pense. Parce que c'est vrai, quand je parlais de quelque chose de très stéréotypé au début, quand je parlais de la naturopathie, c'était il y a quelques années maintenant, et puis personne ne savait ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, c'est très rare qu'on me demande c'est quoi la naturopathie. Tout le monde sait un minimum, mais personne ne savait ce que c'était. J'ai eu des réflexions un peu, euh, comment dire, pas très encourageantes sur ce choix de formation. C'était pas tellement compris, c'était pas tout à fait. Ouais, c'était pas dans les codes en fait. C'est une formation privée, c'est une formation qui coûte cher. Et du coup, il a fallu. Ouais, j'ai travaillé plusieurs années dans mon ancien travail qui était avec des horaires réguliers, qui était très difficile qui était un monde très difficile à maintenir. Et finalement, j'ai pris cette décision-là qui n'a pas été facile non plus. Parce que finalement, une fois, le directeur de mon école, il avait dit, c'est comme si vous avez pris un chemin, mais qui n'est pas du tout encore tracé. Et du coup, c'était un peu naviguer sans savoir vraiment où on allait aller. On ne savait pas tellement, est-ce qu'on va réussir à en faire un métier? Est-ce qu'on va réussir à en vivre de cette formation? Et puis, en fait, il y avait énormément d'inconnus, énormément, énormément d'inconnus. Et puis, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps aussi pour pouvoir faire cette école et m'inscrire à cette école. Et du coup, je dirais que ce chemin-là de me dire, est-ce que c'est la bonne décision? Pourquoi est-ce que finalement je fais tout le temps différent que tout le monde? Parce que, je sais pas, j'aurais très bien pu faire une école en infirmerie, ça aurait été peut-être dans les codes un peu plus accepté, quoi. Et du coup, pas que je dise que l'infirmerie, c'est facile, hein, on est d'accord, hein. Je pense que c'est très compliqué, mais simplement que socialement parlant, c'était plus connu et puis il y avait moins d'incertitude par rapport à la suite, quoi. Et
Et je pense que ça a été une période de ma vie qui a été vraiment difficile avant que je me lance. Une fois que je me suis lancée et puis que j'ai pris la décision, il y avait zéro doute. Mais avant de pouvoir avoir les ressources de faire cette école, ça a été très compliqué, ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision? Hmm. Ce qui m'a permis de prendre cette décision. En fait, j'ai l'impression, comme dans plusieurs moments dans ma vie depuis que j'ai pris la décision de faire cette formation, mais que j'ai pas tellement eu le choix. C'est que euh, je me voyais pas vraiment faire autre chose et puis je ne pouvais pas rester dans mon ancienne profession. Je pense que pour ma santé psychique, je pouvais pas rester dans mon ancienne profession. Et du coup, il fallait que je trouve un échappatoire. Et en fait, il y a plein de choses qui me faisaient peur. Et honnêtement, si je dois être 100% honnête, je dirais que j'avais l'impression que ça allait être plus facile. Ça me faisait peur aussi de faire un cursus universitaire, je pense. Ça faisait, voilà, enfin, il aurait fallu reprendre toutes ces études. Et puis, et je crois que je me disais, en fait, peut-être qu'une école de naturopathie sera plus simple, ce qui n'a pas du tout été le cas. Parce que c'était pour le diplôme fédéral, c'est énormément d'études et puis j'ai vite compris. Mais ouais, je pense qu'au début, je me suis dit, je me suis dit que ça allait peut-être être un peu plus simple, ce qui a vraiment pas été le cas. Et puis pareil, quand j'ai commencé mon activité, c'était vraiment l'inconnu, tout le monde avait peur de... Enfin, c'est d'ailleurs encore la crainte, je crois, d'aujourd'hui, c'est est-ce que on va réussir à en vivre ou pas? Et en fait, je me suis pas laissé le choix. Je pouvais pas retourner dans mon ancienne profession, ça c'était hors de question. Et en fait, il fallait que je puisse payer mon loyer, etc. Du coup, je m'étais mise une deadline en disant, bah, il faut que, que je puisse vivre par mon minimum d'ici tant de mois. Et du coup, je crois que j'ai pas tellement eu, je me suis pas laissé le choix de, de faire en sorte que ça fonctionne au minimum, quoi. Je Et sais pas alors, si j'ai répondu comme il faut. oui, 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 merci pour ça. Et puis, donc, par curiosité, aujourd'hui, alors, est-ce que tu en vis? Oui, là, ça fait maintenant, enfin, sincèrement, j'ai été très contente. J'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, c'est allé assez, assez vite, j'ai réussi à vivre de ça à mon minimum. Et puis après, ben voilà, il y a eu aussi beaucoup d'investissements de mon boulot. Il y a eu des heures à rallonge. J'ai eu des journées très très longues, mais aujourd'hui, je crois que je trouve ma stabilité. Et je suis hyper reconnaissante parce que j'ai une clientèle qui est juste en or. J'ai beaucoup de bouche à oreille. Et puis, je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir accompagner chaque personne qui vient et c'est toujours des échanges qui sont assez forts, je trouve, ouais, un lien thérapeutique, je dois dire, qui est vraiment agréable pour moi en tout cas. Wow, merci. Et qui est-ce qui t'a influencé dans ta vie et pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui m'a influencée? C'est dur comme question ça. Ou si tu as un mentor ou quelqu'un qui t'a voilà, qui t'a donné envie ou motivé à faire certaines choses ou comme un modèle. Je pense que j'ai eu plusieurs personnes dans différents moments de ma vie. Au début de mes études, on avait une prof qui était juste exceptionnelle, en fait, qui était passionnée. Et je me voyais vouloir, enfin, j'avais tellement envie de pouvoir transmettre avec passion de la même passion en fait qu'elle avait à nous donner ses cours. Elle était juste incroyable, quoi. Je crois que rien que de la regarder donner le cours, ça donnait envie de faire ce job, quoi. Et du coup, elle, pendant mes études, elle m'a beaucoup inspirée, mais je la connaissais pas avant, par exemple, hein. Et puis, ouais, je dirais que, ouais, je suis assez contente et assez fière d'avoir été formée en tant que naturopathe par elle. Et ce qui est beau, c'est qu'on sent cette passion que tu as aussi, donc bravo. Merci.
Et avec qui est-ce que tu aimerais partager un repas et de quoi est-ce que tu aimerais parler? Ça peut être quelqu'un de cette période-ci ou du passé ou de n'importe quelle époque. Partager un repas. Mhm. C'est marrant. Je pourrais dire mon chéri, hein. Mon chéri, j'ai toujours envie de passer des moments avec lui. Mais là, la première personne qui m'est venue en tête, c'est ma prof de yoga, Nina, qui est adorable et avec qui j'ai toujours des discussions. En fait, toute l'équipe, on est un peu une équipe où il y a toujours un peu les mêmes têtes dans ces cours-là. Et puis, je trouve que, ouais, euh, c'est des personnes avec qui je sais que je pourrais passer 10 jours enfermée dans une pièce, qu'on aura toujours des trucs à se raconter. Et ouais, du coup, Nina, moi, je la trouve assez rayonnante. Et puis, ben, c'est à elle que j'ai pensé directement quand t'as dit ça. Donc, ouais. Mhm. Et de quoi tu aimerais parler avec elle? Il y aurait un sujet particulier ou c'est de tout, de rien? Ouais, mais je crois que de la vie, c'est pas mal à refaire le monde. À refaire le monde de termes général. Ok, ok, la naturo, ok, le yoga, mais rien que les expériences de vie, en fait. Mhm. Ou la vision. Mhm. Mhm. Est-ce que tu as connu des expériences de grâce? Et si oui, est-ce que tu serais d'accord de nous en partager une? Des expériences de grâce, qu'est-ce que tu entends par là? Ces moments de grâce, ces moments hors du temps, ces moments vraiment où tu sens qu'il y a quelque chose qui transcende, qui nous dépasse, qui nous bénit, qui... Ben, du coup, ça rejoint la question de tout à l'heure avec Nina, la prof de yoga, c'est que on a fait une retraite dernièrement, enfin c'était pas une retraite, elle a appelé ça une parenthèse alpine, où on est allé pendant un week-end à Salvan et c'est vers Marécotte. Et du coup, c'était vraiment un moment hors du temps où on a fait énormément d'heures de yoga, entre du yoga qui était assez sportifs comme du vinyasa par exemple ou des yogas plus doux et puis aussi des heures un peu plus méditatives, introspectives et puis ça a été un moment qui a duré, c'était vendredi après-midi à dimanche après-midi donc c'était 48 heures réparties sur 3 jours mais qui a eu l'effet de 2 semaines de vacances. Mhm. Waouh. Et qu'est-ce qui te met en joie? Plein de choses. Euh, Ce qui me met en joie, il y a... j'adore les petits détails. Les petits détails, je sais pas, ce qui me met en joie, c'est de manger des trucs qui me font plaisir, c'est de d'être avec des gens, bah, comme on disait, quand je suis à mon boulot, en général, j'ai tellement des rendez-vous avec des gens qui sont bienveillants, etc., que à chaque fois, je suis de bonne humeur. Et ça me fait plaisir aussi quand je vois l'évolution, quand je vois les choses qui changent. C'est comme si c'était plein de petits objectifs à chaque fois qui sont cochés. Donc, ouais, j'ai pas mal de moments quand même. J'ai eu des périodes dans ma vie où c'était justement vachement compliqué. Et du coup, je crois que maintenant, j'ai plein de... Je dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. Il y en a aussi des moments. Il y a aussi, je parle de tous ces rendez-vous qui sont beaux, hein, mais il y a parfois des choses qui sont dites qui sont très dures aussi. Et puis, qui sont très touchantes. Mais je suis reconnaissante aussi que les gens me fassent confiance pour me partager ça. Euh, Ça, c'est vrai que quand je parle de ces échanges-là, etc., enfin, je veux dire, il y a parfois des situations qui sont très fortes et puis qui sont pas toujours évidentes non plus, mais et qui me travaillent alors et puis qui me font aussi écho sur ma propre vie ou sur ouais, mes propres réflexions. Et puis du coup, ça me fait travailler. Mais je le vois pas comme quelque chose de négatif en soi. Je suis reconnaissante que les gens ils me fassent confiance de me partager aussi les événements qui se passent pour eux, qu'ils soient beaux ou moins beaux. Et puis ben, le but, c'est de pouvoir être là. Et puis, ouais, du coup, des choses qui me font plaisir, finalement, ça peut être très varié. Et quand il y a des choses comme ça dures, des situations au cabinet ou des choses comme ça, comment est-ce que tu fais après pour retrouver, si tu disais tout à l'heure que ça pouvait peut-être te travailler parfois, comment est-ce que tu fais après pour retrouver
ta zénitude, Mhm. ta joie de vivre? Je crois que j'ai fait au tout début que je pratiquais, j'avais enfin j'avais deux cabinets, puis du coup j'avais un peu mes affaires à la maison et en fonction de où j'allais travailler, je les prenais avec moi. Et quand je me suis installée dans mon cabinet actuel, j'ai vraiment dit ok, maintenant je prends un seul pied à terre. J'ai un ordinateur qui reste au travail, j'ai toutes mes affaires qui sont au travail. À part de temps en temps un petit livre qui peut être à la maison, j'ai tout déménagé dans mon cabinet. Et du coup, je me suis dit maintenant, quand je travaille, je suis au cabinet. Et quand je sors du cabinet, c'est ma vie perso. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé aussi à mettre de la distance simplement, même sur le fait de simplement... j'ai aussi un téléphone qui est au travail, pour le travail. Et tout ça, ça m'aide à ne pas vite aller répondre un email un dimanche matin, et puis etc. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'aide aussi à faire cette coupure. Mais après, sur, ce que vivent les gens, je veux dire, j'ai des personnes qui vivent des choses, des situations de vie ou des situations de santé qui sont très compliquées. Ça peut être parfois des personnes qui ont mon âge ou des personnes à qui je peux m'identifier. Et ça, oui, évidemment, je reste humaine. Donc, je pense qu'il y a quand même... j'y pense quand même en dehors, mais j'essaye de vraiment me protéger aussi de tout ça. Mhm. Merci Héloïse. Et finalement, qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Hmm. Ben, je crois que ce qui me tient à cœur et ce que j'ai essayé de faire typiquement pour aujourd'hui, durant ce rendez-vous, c'est vraiment de garder cette authenticité et puis cette vulnérabilité aussi, que on apprend tellement en tant que thérapeute à justement mettre dans une cage parce que ben faut pas être trop touché par ce que vivent les personnes, il faut pas montrer qu'on peut être impacté, etc. Et du coup, aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est aussi de pouvoir... alors évidemment, il faut garder la posture professionnelle, on est d'accord, mais de pouvoir justement remettre un peu de flow et puis de nuance à, à cette posture. Mhm, merci. Et pour les auditeurs qui aimeraient te suivre ou bien travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors du coup, mon site internet, c'est Maison Manatera. Donc là, en général, il y aura toutes les informations. J'ai mon adresse mail où là, vous pouvez m'écrire sans problème. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est aussi Maison-du-bas Manatera. Menatera, c'est Menatera. Exact. Je mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis ton livre aussi, hein, je mettrai aussi les informations pour le trouver, Prendre soin de soi au fil des saisons, par Héloïse Exact. Portal. Il est en auto-édition, du coup, il se trouve soit à mon cabinet, soit directement en commande sur mon site. Eh bien, un grand merci, Héloïse, pour nous avoir partagé un bout de ta passion, de ton métier, du travail que tu fais aussi pour la santé des femmes. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais. Ça permet vraiment de changer des choses. Et, ouais, et vraiment, c'était un honneur de pouvoir parler avec toi aujourd'hui et puis de contribuer à faire connaître aussi ton travail et la naturopathie. Très bien, bah, merci à toi, c'est super de pouvoir faire ces podcasts et puis félicitations pour ces projets qui sont cool. Alors, merci à tous et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye! Salut!